Vidéo numéro 119, rotation des galaxies et quasars. Bonjour! Il se passe pas mal de choses en cosmologie ces derniers temps. Un phénomène spectaculaire, et pour le moment encore incompris, me donne l'occasion de faire une tentative pédagogique sur un sujet dont on vous cache en général la complexité. Cette vidéo sera donc un peu longue, mais surtout, ne ratez pas la conclusion. Aujourd'hui, tout le monde croit savoir ce qu'est une galaxie, n'est-ce pas? Mais il y a un siècle, la notion n'avait même pas été dégagée. C'est-à-dire qu'Einstein a créé la relativité générale dans un contexte où l'univers se limitait encore à la Voie lactée. Pourtant, dès le milieu du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant avait créé le concept des univers-îles et suggéré aussi l'existence de galaxies indépendantes. On aurait pu y penser plus tôt, car les nuages de Magellan et la galaxie d'Andromède sont bien visibles à l'œil nu. Ce n'est qu'en 1924 que l'hypothèse de Kant fut confirmée par Edwin Hubble. Citons Wikipédia. L'arrivée de Hubble au mont Wilson coïncide avec l'achèvement du télescope Hooker de 250 cm, le plus puissant télescope de l'époque. Ces observations, faites en 1923-1924, permettent d'établir que les nébuleuses observées précédemment avec des télescopes moins puissants ne font pas partie de notre galaxie, mais constituent d'autres galaxies éloignées. Il annonce sa découverte le 30 décembre 1924, basée sur le repérage et l'observation d'étoiles variables de type céphéide, auxquelles il applique la relation période-luminosité découverte en 1908 par Henrietta Swan Leavitt. La première nébuleuse identifiée formellement comme une galaxie n'est pas la galaxie d'Andromède, mais une galaxie naine de type magellanique située dans la constellation du Sagittaire. Suivront ensuite M33, la galaxie du Triangle, en 1926, et la galaxie d'Andromède M31 en 1929. Il a également classifié les galaxies en les regroupant selon des critères morphologiques. Grand 1. Rotation des galaxies. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, M31, sont ce qu'on appelle des galaxies spirales, représentant plus de 2/3 de la totalité des galaxies. Les étoiles des galaxies spirales sont en rotation autour du centre galactique, avec des vitesses qui varient en fonction de leur distance au centre. Et cela pose tout de suite 3 questions. Premièrement, en rotation par rapport à quoi, puisque tout mouvement est relatif? Deuxièmement, pourquoi tourne-t-elle ainsi? Troisièmement, comment sait-on qu'elle tourne vraiment? Premièrement, pour la première question, la réponse est évidemment qu'il faut constater la rotation dans un repère galiléen, parfois appelé inertiel. Comme l'existence de tels repères est en soi un problème que nous avons mentionné à plusieurs reprises, la rotation différentielle des étoiles situées à des distances différentes du centre permet de confirmer l'idée de rotation sans avoir à choisir un tel repère. Nous n'insisterons pas beaucoup sur ce point qui est particulièrement délicat et sujet à polémique. Deuxièmement, en supposant qu'on observe la galaxie dans un repère galiléen, si elle ne tourne pas, la gravité la fera s'effondrer sur son noyau central. Et donc, elle tourne par nécessité, puisque cela ne semble pas être le cas. D'autre part, une galaxie est le résultat de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz, constitué essentiellement d'hydrogène, et cet effondrement se traduit localement par la naissance d'étoiles. La rotation serait due au fait que la matière se concentre dans une structure aplatie et que la distribution des vitesses, au départ aléatoire, des éléments constituants, privilégie toujours une direction, ce qui donne l'impulsion initiale à l'ensemble des étoiles liées par la gravité. Ensuite, la convergence de la matière stellaire vers le noyau central provoque une accélération de la vitesse de rotation, comme dans le cas bien connu de la patineuse qui se met à tourner de plus en plus vite en rapprochant ses bras. Lorsque la force centrifuge appliquée aux étoiles en rotation est équilibrée par la gravité essentiellement centripète, l'effondrement gravitationnel s'interrompt et on obtient une rotation périodique de chaque étoile,
avec une vitesse qui dépend de sa distance au noyau galactique. Bien sûr, les vraies galaxies spirales, vues par la tranche, ont une structure compliquée avec un renflement central et un aplatissement progressif de la zone lumineuse quand on s'approche du bord. Et j'éviterai aujourd'hui de parler des bras spiraux dont la structure est encore assez mal comprise. Troisièmement, voit-on tourner les galaxies? Même si les étoiles se déplaçaient à la vitesse de la lumière, ce serait très difficile. Par exemple, pour la galaxie d'Andromède, la galaxie spirale la plus proche, située à 2 millions d'années-lumière, soit 20 000 millions de milliards de kilomètres. Un déplacement d'étoile de 300 000 kilomètres correspond à un décalage de 3 milliardièmes de seconde d'arc, soit 30 milliardièmes de ce qui est décelable dans les meilleurs télescopes spatiaux. En réalité, les déplacements d'étoiles dépassent rarement le millième de la vitesse de la lumière, donc pour déceler le moindre déplacement, il faudrait environ 30 milliards de secondes, soit 1000 ans. Assez paradoxalement, il est donc impossible de détecter la rotation des galaxies qu'on voit de face. Si elles sont inclinées, ou encore mieux si on les voit par la tranche, on peut utiliser l'effet Doppler. Les étoiles qui se dirigent vers nous paraissent plus bleues que la moyenne de la galaxie, et celles qui s'éloignent paraissent plus rouges. Si c'est le bord droit qui s'approche de nous, c'est que, vu du dessus, c'est-à-dire à gauche sur l'image, la galaxie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si c'est le gauche qui s'approche, c'est le contraire. Mais vu du dessous, bien sûr, le sens de rotation s'inverse. Imaginez un cadran d'horloge transparent. Si vous allez voir derrière, vous verrez les aiguilles tourner à l'envers. Grand 2. Une histoire étonnante. Partons du principe que si une galaxie vue d'un côté tourne dans le sens horaire, vue de l'autre côté, elle tournera dans le sens anti-horaire. Et ajoutons à cela le fait que notre position dans le cosmos n'est pas privilégiée, on s'attendrait à ce que les galaxies observées de la Terre, jusqu'aux confins de l'univers observable, tournent moitié dans un sens, moitié dans l'autre. C'est pourquoi j'ai été très surpris d'apprendre par une vidéo d'Anton Petrov que ce n'est pas le cas. Plus précisément, une étude portant sur 263 galaxies indique une proportion de galaxies à rotation horaire de l'ordre de 2 tiers. C'est a priori totalement incompréhensible. L'une des hypothèses avancées est que nous serions à l'intérieur d'un trou noir en rotation, dont le mouvement aurait perturbé celui des galaxies. Une autre hypothèse ferait intervenir les quasars dont nous allons parler un peu plus loin. Grand 3. Un calcul de rotation simplifié. On peut assez facilement trouver l'ordre de grandeur de la vitesse de rotation d'une galaxie spirale, assimilée à un disque plat en connaissant son rayon et sa masse totale. La masse totale d'une galaxie lointaine peut s'estimer à partir de sa luminosité. Quand on parle de la vitesse de rotation, il s'agit de la vitesse tangentielle et non angulaire. Et on parle de vitesse moyenne, puisque la vitesse de rotation des étoiles dépend de leur distance au centre. Le calcul le plus simple qu'on peut faire est de considérer une étoile au bord et de voir comme si toute la masse de la galaxie était concentrée dans son noyau. Dans ce cas, l'égalité de l'accélération centrifuge avec l'accélération centrale gravitationnelle se traduit par V carré sur grand R égale G grand M sur grand R carré, où grand R est le rayon du disque et grand M sa masse. Grand G, la constante de gravitation, et petit b, la vitesse tangentielle. On trouve donc petit v égale racine carrée de grand G grand M divisé par grand R. Pour la Voie lactée, on a grand M égale 4,2 fois 10 puissance 41 kg, donc grand GM est de l'ordre de 3 fois 10 puissance 31. D'autre part, grand R est environ 5 fois 10 puissance 20 mètres, ce qui donne une vitesse petit v d'environ 250 km par seconde, de l'ordre du millième de la vitesse de la lumière. Sur le web, on indique plutôt une vitesse d'environ 600 km par seconde, dont j'ignore si elle a été calculée ou mesurée. C'est cohérent, car concentrer la masse au centre réduit plutôt les forces d'attraction pour les étoiles périphériques, qui d'ailleurs tournent plutôt moins vite que la moyenne. Notons pour terminer que pour parcourir les 30 fois 10 puissance 17 km du périmètre de la Voie lactée, une étoile périphérique doit tourner pendant 5 millions de milliards de secondes, soit environ 160 millions d'années. Grand 4. Et les quasars dans tout ça?
Les quasars, ou quasias, ont été découverts au début des années 60 et doivent leur nom à leur ressemblance avec les étoiles lointaines. Ensuite, leur décalage spectral important a fait penser qu'il s'agissait plutôt d'objets extrêmement lointains, rayonnant une énergie monstrueuse. D'après Wikipédia, on considère aujourd'hui qu'un quasar est un trou noir supermassif au centre d'une région extrêmement lumineuse, noyau actif de galaxies. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Ils semblent très peu nombreux par rapport aux galaxies, ce qui interdit de penser qu'ils puissent être simplement le résultat d'un processus d'effondrement général des galaxies sur leur trou noir central. Donc on connaît maintenant pas mal de leurs propriétés, mais leur origine reste mystérieuse. Conclusion. En repensant au processus initial de formation des galaxies, par effondrement gravitationnel de nuages d'hydrogène, j'ai réalisé soudain que le rayon de la galaxie stabilisée est d'autant plus petit que la vitesse de rotation résultante initiale est faible. Si celle-ci est presque nulle, ce qui est statistiquement très improbable, l'effondrement se poursuit jusqu'à un rayon minuscule, l'objet ainsi formé ressemblant de plus en plus à un trou noir. Dans ce cas, le tassement de la matière, combiné avec une grande vitesse de rotation à mi-distance du centre, pourrait produire une température extrêmement élevée et un rayonnement très puissant, ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un quasar. Cette hypothèse sur l'origine des quasars, en quelque sorte des galaxies ratées, victimes de leur symétrie, me semble assez vraisemblable et pourrait expliquer leur rareté si on compare avec le nombre des galaxies. Et ceci confirme l'idée, déjà rencontrée à plusieurs reprises, que la symétrie peut conduire à la mort.